Alors, comme l'a dit Bernard un peu, la transition écologique, pour moi, c'est vraiment le défi collectif le plus important et le plus complexe que l'humanité ait jamais eu à relever. Le précédent, c'était sans doute la maîtrise de l'armement nucléaire. On a réussi à le faire sans faire sauter toute la planète. Mais là, on est vraiment dans quelque chose qui pourrait, qui pourrait mettre en cause la pérennité de l'espèce humaine, ou au moins de l'espèce humaine dans le volume actuel, parce qu'après qu'il reste peut-être 100, 200, 500 millions d'habitants sur Terre, mais qui risque de faire une catastrophe forte. Cette transition et dans la transition écologique, c'est la transition énergétique qui constitue le cœur du sujet. Et en fait, en termes d'investissement, parce qu'on parle de centaines de milliards d'euros, bon ça c'est le chiffre project, mais ça n'est qu'une petite partie en fait de plusieurs centaines de milliards d'euros qu'il faudrait investir chaque année en Europe, et aussi d'évolution technologique pour avoir la transition énergétique. L'énergie, c'est un domaine complexe où aucune solution simple n'est disponible, et seuls les incompétents ou les manipulateurs prétendront le contraire. Et enfin, la transition énergétique qui va permettre la maîtrise du climat à l'échelle planétaire, ça impliquera en outre un effort de solidarité sans précédent aussi entre pays riches et pays émergents et moins avancés. Et là, jusqu'à présent, on a fait des belles déclarations, mais on n'a encore strictement rien fait là-dessus. Donc je vais vous donner quelques éléments pour la vision globale sur le monde de l'énergie. Ensuite, nous parlerons de la France, parce que c'est vrai que les problèmes se régleront au niveau mondial, mais la France est dans une situation très particulière, notamment avec l'électricité d'origine nucléaire. Donc, il faut en parler, et puis c'est ce qui nous concerne directement, c'est là où on a le levier majeur. Et enfin, on verra les grands enjeux et les conséquences. Alors, première chose, sur l'énergie, j'ai listé un certain nombre d'énergies ici, et c'est pour ça qu'on parle de mix énergétique, c'est-à-dire que vous avez plusieurs énergies qui sont disponibles, qui sont différentes et qui s'affrontent plus ou moins. Ces énergies, je ne vais pas passer le tableau en détail, mais elles ont toutes des avantages et elles ont toutes des inconvénients. Prenons même le charbon. Le charbon a un gros avantage, c'est quand même l'énergie sans doute qui historiquement a été le plus utilisée. Elle est extrêmement abondante, et notamment en Chine. Les Chinois, jusqu'à très récemment, et même peut-être encore maintenant, ouvraient une centrale électrique au charbon par semaine. Parce que c'est abondant, c'est pas cher, et c'est multi-usage. Bon, le problème de la sécurité des mines, parce que lorsqu'on parle de sécurité, le nombre de morts qu'il y a eu dans les mines, historiquement, c'est sans doute des millions et des millions de mineurs, et en plus, c'est très polluant. Confère de tous les reportages qu'on voit sur ce qui se passe à Pékin, dans certaines grandes villes chinoises. Le pétrole, il se transporte facilement, c'est une bonne matière première aussi, c'est idéal pour transport individuel. Alors bien sûr, il y a des gaz à effet de serre, bien sûr, il y a un coût croissant d'approche, sauf pour le pétrole de schiste aux États-Unis, qui a un coût écologique, lui, qui est catastrophique. Les énergies renouvelables, on en reparlera tout à l'heure. Bon, biomasse et déchets, Bernard me disait que je n'avais pas assez insisté là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bois, c'est l'énergie principale pour un tiers de la population mondiale. Pour se chauffer et pour faire la cuisine, dans de nombreux pays émergents et parmi les pays les plus pauvres, ils n'ont que le bois. Alors ils utilisent aussi un peu la bouse de vache et un certain nombre d'autres choses qui font la biomasse, mais c'est ça. Bon, alors bien sûr, il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes de déforestation. Une partie des sécheresses, notamment en Afrique, vient de là. Et il y a voilà, toute cette pollution. Donc pour vous montrer que les choses sont effectivement complètes, que chaque énergie a ses avantages et ses inconvénients, et en fait, ça se traduit sur les chiffres lorsqu'on regarde la production mondiale d'énergie, la photo 73, la photo 2014. Alors une première chose, ce qu'on voit, c'est que c'est rien que la taille des barres, il y a une croissance, ça a plus que doublé, on a plus que doublé la production d'énergie entre 73 et 2014. Cela dit, ça ne fait qu'un taux de croissance de 2% par an, et la production mondiale a cru à peu près à 3% par an. Donc ça veut dire qu'on sait faire de la croissance de plus en plus efficace et qui utilise un petit peu moins d'énergie. Mais on est encore très très loin d'arriver à plafonner la consommation énergétique globale.
Deuxième point qui est intéressant, c'est que les deux bâtons, bon, ils n'ont pas la même taille, mais ils ont presque la même tête. Ça veut dire que, alors en termes techniques, pour ceux qui ne sont pas trop repoussés par les chiffres, les taux de croissance sont très proches du taux moyen. Pareil, le pétrole a cru un petit peu moins, le gaz naturel un peu plus. Mais on est dans des zones qui sont très proches les unes des autres. La seule chose qui a cru vraiment beaucoup plus, 6% par an, c'est le nucléaire. Et encore là, bon, j'ai 2014, il y a eu Fukushima, il y a eu un certain nombre de choses, donc le nucléaire a un petit peu baissé récemment. Et dernier point important, on voit que la biomasse reste significative. En revanche, les autres, c'est toutes les énergies renouvelables. On nous dit les énergies renouvelables, bon, c'est un pouillème, même si ça croît beaucoup plus vite, et c'est très très faible. Donc, cette idée de mix énergétique, pour satisfaire les besoins d'une population, il faudra des énergies différentes, et que toutes les énergies actuellement continuent à contribuer, y compris les énergies fossiles, puisque si vous prenez les énergies fossiles, vous voyez que c'est l'essentiel du bateau. Donc c'est ça la situation actuelle. Bon, si vous aviez... J'ai pas mis des chiffres 2016 parce qu'il fallait payer les rapports de l'AIE, qui est l'Agence internationale de l'énergie, qui a servi à faire ces graphes. Bon, jusqu'à 2014, ils étaient gratuits. Pour 2016, il fallait payer un certain prix. Bon, j'ai été un peu radin, mais c'est quasiment la même chose. Alors en face, pourquoi aussi il y a eu ce maintien ? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on voit par énergie, cette fois-ci, au niveau de la consommation, on voit que là aussi, le charbon, c'est essentiellement consommé dans l'industrie. Mais dans l'industrie, non pas comme matière première, parce que c'est cette partie-là, le charbon pour la pétrochimie, la carbochimie, comme là, vous avez pour la pétrochimie ici, mais c'est tout simplement pour faire de la vapeur, pour faire des chaudières dans l'industrie. Le pétrole, comme par hasard, c'est essentiellement le transport. C'est la voiture, ce sont les poids lourds. Le gaz naturel et l'électricité en sont assez similaires. C'est dans l'industrie tous les deux, pour de l'énergie. Bon, c'est vrai qu'actuellement, on a de plus en plus de machines, de robots, de choses comme ça dans l'industrie qui demandent de l'électricité. Et le reste en grisé, qui n'est pas détaillé, c'est essentiellement l'habitation. C'est le chauffage. Et un peu l'électricité, un peu les usages, alors qui sont en croissance forte, toute la partie Internet, télévision, toutes ces choses-là, ça croît de plus en plus. Donc vous voyez que c'est pas un hasard aussi si certaines sources d'énergie résistent bien, c'est tout simplement parce qu'elles sont très bien adaptées à leurs usages. Dernier point sur ça, c'est que, vous n'avez pas eu le temps de faire la transition, mais la consommation est nettement plus faible que la production. Vous avez sur 6 milliards 100 millions de TEP de production d'énergie, on voit qu'il n'y en a que 4 milliards 400 millions ou 4 milliards 700 millions qui sont consommés. Le reste, ce sont des pertes du système. Et ce qu'on voit, c'est que les pertes du système, qui étaient de 23% en 1973, sont passées à 31% en 2014. Donc, on a un système qui est de plus en plus inefficace, et ça vient de quoi ? Ça vient essentiellement du développement de la production d'électricité. Parce que l'électricité qui est produite à partir de charbon, à partir de gaz, de pétrole dans certains pays, est pas efficace. Ce n'est pas une énergie primaire. Donc, il y a, je n'ai pas passé toutes les énergies en revue, on dit l'électricité c'est génial, excuse-moi Sylvain, mais l'électricité c'est génial, ça dépend comment c'est fait. Si c'est bien fait, c'est bien. Si c'est mal fait, et je vous parlais tout à l'heure des Chinois qui n'ont pas d'autres systèmes à leur disposition actuellement, si c'est fait à partir de centrales au charbon, c'est pas terrible. Bon, ça je vais passer rapidement. On va passer aux énergies renouvelables, puisqu'on en parle beaucoup. Alors, l'énergie renouvelable, il y a un gros premier problème, c'est l'intermittence. Ici, vous avez le petit graphe, c'est sur une semaine, c'est de l'énergie solaire. Alors, le problème de l'énergie solaire, c'est que ça fonctionne que lorsqu'il y a du soleil. Alors, on avait des Espagnols qui avaient été très forts, parce que comme l'énergie solaire était subventionnée, ils arrivaient à en faire la nuit. Bon, ils mettaient des groupes électrogènes à la centrale à côté des panneaux solaires,
et ils envoyaient de l'électricité qui était censée être solaire puisqu'elle était subventionnée. Bon, c'est pas tout à fait normal. Mais bon, voilà. Donc, normalement, c'est ça. Alors, bien sûr, vous voyez que là, on arrive quand même, bon, on n'est qu'à 3,5%, c'était en 2012, c'était pas. Vous avez 3 ou 4% de la production d'électricité en France qui provient du photovoltaïque en 2012. Actuellement, ça a un petit peu monté. Bon, de même, oui. Bonsoir Suzanne. Donc, sur l'éolien, c'est pareil. L'éolien, quand il y a du vent, ça fonctionne très bien. Quand il n'y a pas de vent, ça ne fonctionne pas. Et là, vous voyez qu'à certains moments, on peut avoir quelque chose comme 200 MW de production, à d'autres moments, 3500, voire 5000 MW. Donc, des rapports de 1 à 20. Sauf que si vous êtes en plein hiver, qu'il fait froid, que vous avez besoin de vous éclairer et qu'il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait? Cela, un petit caveat rapide aussi là-dessus, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas se faire leurrer par certaines annonces qu'on voit dans certains journaux. On a mis en place une centrale photovoltaïque de 300 MW. C'est parmi les plus grosses, parfois il y en a quelques-unes qui sont un peu plus grosses, enfin, c'est déjà une grosse centrale. Et on peut se dire, tiens, une centrale nucléaire, c'est à peu près 1200 MW, c'est un quart. Non, parce que la centrale nucléaire, elle va fonctionner à peu près 90-95% du temps. La centrale solaire, pas du tout. Donc, c'est pas un quart, c'est plutôt 3 ou 4% en termes de production d'énergie à la fin de l'année. C'est aussi pour ça, on en parle assez peu, j'ai pas trop mis de billes, mais là, c'est mon commentaire personnel, que je suis assez fan de la géothermie. Parce que là, la géothermie, ça marche 24 heures sur 24. C'est pas toujours très, très facile à domestiquer, notamment la géothermie profonde, mais elle fonctionne en permanence et elle est bien répartie sur toute la surface de la planète. Deuxième point pour les énergies renouvelables, c'est que ce sont des puissances qui sont faibles. C'est-à-dire, si vous voulez faire tourner une grosse usine avec des éoliennes ou avec des panneaux solaires, ça va être compliqué. Et là, j'ai juste mis quelques exemples pour avoir la même production, donc 10 TWh pendant un an, c'est à peu près ce que produit un réacteur nucléaire. Eh bien, il vous faudra 2000 éoliennes de 2 MW. Quand on voit le problème qu'on a pour installer quelques éoliennes, j'ai lu un article dans Le Monde, alors là, je suis resté assis parce que je ne pense pas que ça puisse être vrai, mais qui disait que les grands appels d'offres faits par le gouvernement donc vers 2012-2013, à cause des recours, à cause des problèmes de production, etc., ne produiront de l'électricité qu'à partir de 2022. C'est vrai ça? Bon, donc voilà, on veut faire du truc, mais il faut 10 ans pour commencer, entre le moment où on prend la décision. Alors ça, c'est quelque chose que vous aurez toujours dans l'énergie, ce sont des décisions de long terme. Mais enfin, bon, bâtir quelques éoliennes, c'est quand même pas non plus très, très compliqué. Et les éoliennes en mer, ça marche très bien en Grande-Bretagne. Oui, non, mais je sais que ça marche très bien en Grande-Bretagne, mais en France, ça a du mal à démarrer. Mais justement, c'est parce que c'est des éoliennes en mer, les projets, là. Enfin, Sylvain pourrait en parler plus savamment que moi, mais c'est l'éolienne en mer, hein. C'est l'éolien en mer. Bon, les éoliennes terrestres, souvent le problème c'est qu'on fait quelques fermes, on le voit dans la Beauce ou dans le sud de la France, il y a 5, 10, 15 éoliennes. Bon, c'est très bien, ça irrigue un tout petit peu les quelques maisons autour, mais c'est pas du tout à la hauteur des challenges. Il faut 100 km² de panneaux solaires. Et pour terminer la flamme, donc il faudrait 16 millions de tonnes de bois, 3,5 millions de tonnes de charbon, 2,2 millions de tonnes de pétrole. 100 km de panneaux solaires, c'est Paris. Ça fait 10 par 10. Oui, Voilà, c'est force de Paris. Voilà, pour un réacteur nucléaire, et un réacteur, hein, c'est pas une centrale, parce que souvent dans une centrale, il y en a 2, 3 ou 4. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, je dis pas qu'il faut le faire, mais c'est juste vous donner des idées sur les enjeux et sur aussi la volonté politique qu'il faudra pour le mettre en œuvre, puisque, comme on le disait tout à l'heure, s'il faut 10 ans entre le moment où on commence un appel d'offres et le moment où ça produit, c'est un vrai sujet. Bon, cela dit, quand on voit les délais de construction de certains EPR, il faut aussi 10 ans ou 12 ans, hein, c'est pas mieux. Une petite remarque, le bois, c'est une énergie renouvelable.
Oui, le bois c'est une énergie renouvelable, mais enfin, si on commence elle est différente des autres, mais elle est quand même renouvelable. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, sauf que si on commence à prendre 16 millions de tonnes de bois, ça fait quand même, tu es plus spécialiste que moi, mais ça va faire un sacré paquet de forêts qu'on va enlever. Hein, on va avoir un peu... Voilà. Et c'est pas une énergie forte. Ouais, alors en plus, il y a les particules, les choses comme ça. Bon, il n'y a pas que du CO2. Oui, c'est comme c'est vrai, mais on a fait beaucoup de progrès et donc on est capable de... Parce que les Africains, quand ils font leur cuisine, c'est 10% de rendement. Aujourd'hui, on peut arriver avec des chaudières à bois à 80% de rendement. Et on peut éliminer la plupart des poussières. C'est comme pour le... Mais on ne le fait pas pour des raisons financières pour le moment, mais on peut. C'est possible. Donc c'est pour ça que je dis il ne faut pas la mettre complètement à part. Non, c'est pas pareil. Mais c'est juste pour donner des enjeux et des ordres de grandeur pour montrer qu'aussi on travaille sur des montants. Et là, je vous ai parlé de 10 TWh. On a vu qu'on parlait de milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Donc voilà, c'est pour montrer aussi les enjeux au niveau globaux du sujet. Juste pour compléter en énergie, parce que je ne parle pas d'hydraulique, pour donner le même ordre de grandeur comparatif, si tu veux, en hydraulique, il nous faudrait 3000 MW pour faire à peu près, pour faire 10 TWh. C'est à peu près 30 sites de moyenne hydraulique, ou 3000 si on regarde l'ensemble hydraulique, c'est-à-dire des tas de petites centrales. Petits barrages. Pour donner, Est-ce que ce tableau des énergies renouvelables est associé à des hypothèses sur le stockage de l'électricité? Est-ce que tu vas peut-être en parler? Parce que le stockage, ça me paraît, on dit des choses très différentes. Oui. Certains disent ça y est, c'est fait. D'autres disent non, c'est pas du tout dans des conditions financières du marché que pour des petites opérations. Alors, le stockage, j'en parlerai un tout petit peu plus loin, Non, mais là, bon, disons que là, de toute façon, le stockage pour l'éolien, oui, parce qu'il peut y avoir des choses. Sur les panneaux solaires, c'est plus compliqué. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. Alors, rapidement, sur les énergies renouvelables, donc elles ont des avantages forts. Il n'y a pas de production de gaz à effet de serre. Deuxièmement, le combustible est gratuit. Bon, il n'y a pas de problème de raréfaction de ressources, d'indépendance énergétique. C'est dispersé sur le territoire. Et là aussi, je dirais presque que c'est une énergie démocratique. Pour moi, le nucléaire, c'est une énergie qui est un peu dangereuse, qui a des défauts, parce que ça demande des contrôles importants. Et deuxièmement, puisqu'on parle beaucoup de cyberguerre, s'attaquer à des centaines de fermes éoliennes ou s'attaquer peut-être à quelques centrales nucléaires, c'est peut-être plus facile, en cas de cyberguerre, de leur poser des problèmes. Bon, on a vu ça. Alors peut-être que les Iraniens ne sont pas des super champions de la protection électronique, mais leurs usines d'enrichissement ont quand même été pas mal piratées. Donc voilà, ça fait partie des choses. Donc ça, c'est dispersé. Ça produit une énergie pratique, l'éolienne. La croissance des puissances installées, elle a été multipliée par 5,5 entre 2010 et 2015 pour le photovoltaïque, et ça a permis de significativement réduire les coûts, puisqu'ils ont été divisés par 2 pour le solaire photovoltaïque et devraient encore baisser. On n'est pas encore au prix entre guillemets du marché, puisque les dernières éoliennes, les dernières fermes éoliennes, je crois que c'était en Grande-Bretagne justement, sont aux alentours de 55-60 euros du mégawattheure, alors que le prix entre guillemets du marché serait plutôt à 30. Bon, cela dit, Hinkley Point, c'est à 100 ou 110, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, ça devient compétitif en partie avec un certain nombre de choses. Alors après, je n'entre pas dans les calculs de coûts et les comparaisons de coûts entre filières, parce que d'abord, c'est extrêmement complexe. Donc là, il faudrait peut-être, rien que pour mettre les hypothèses sur la table, il faudrait bien 1 heure, et je suis sûr que même après ça, on ne serait pas d'accord entre nous, suivant qu'on prend des coûts cash, des coûts avec les investissements, des coûts ceci, des trucs amortis ou pas amortis. Donc c'est très compliqué de parler. Bon, mais en revanche, il y a des inconvénients. Donc on a vu l'intermittence. Alors là, ce que disait Pierre, effectivement, l'électricité, on sait de mieux en mieux la stocker, on sait de mieux en mieux la transporter, mais ce n'est pas encore très efficace. Bon, le stockage numéro 1, c'est les barrages.
C'est ce qu'EDF fait tous les jours. Ils remontent de l'eau dans des barrages et on fait redescendre pour les barrages. Il y avait même quelqu'un, j'avais assisté à une conférence avec des ingénieurs des ponts qui disait on va faire une énorme centrale marine sur la baie du Mont-Saint-Michel, vers Jersey et Guernesey, et puis on va faire d'énormes réservoirs parce qu'il y a les falaises ouvertes, Fécamp, Caux, etc. On va mettre de l'eau en haut qui descendra et puis on fera une boucle comme ça. Bon, c'est un peu pharaonique et c'est pas évident. Bon, après il peut y avoir effectivement les batteries, l'hydrogène, etc., la pile à combustible, tout ça. Bon, l'Islande fait un peu d'hydrogène quand même. L'Islande essentiellement, il n'y a quasiment plus de pétrole, je crois, mais ils travaillent essentiellement sur de l'hydrogène. C'est la géothermie en Islande. Oui, mais parce qu'il y a de la géothermie qui est quasiment gratuite. L'hydroélectricité. Voilà. Bon, donc l'intermittence quand même, c'est un problème. La faible puissance locale pour l'industrie, c'est aussi un problème, et il y a le sujet du transport. Troisième point, il y a l'absence de production française des composants dans certains cas et la dépendance de la Chine. Pour le solaire et l'éolien, on est totalement dépendant des Chinois. Ceux qui disent l'indépendance énergétique de la France, les Chinois, par leur dumping, ont à peu près éradiqué toute industrie des panneaux photovoltaïques en Europe et même aux États-Unis, donc ça vient essentiellement de chez eux. Et deuxièmement, sur l'éolien, actuellement la technologie changera, mais il y a quelque chose qui s'appelle le néodyme, qui est une terre rare qui sert à faire des aimants permanents, et la Chine est le principal producteur mondial de terres rares, et de très loin. Et en plus, pour ceux qui veulent être encore plus écologiques, alors c'est vrai que la terre rare, ça se trouve, notamment le néodyme, quelque part en Mongolie. Donc on ne va pas trop voir ce qui se passe là-bas. Et comme par hasard, c'est dans des gisements où il y a aussi pas mal d'uranium. Et je suis sûr que si on promenait des compteurs GGR pas loin des mines de néodyme, on aurait des radiations qui feraient en sorte qu'un voyage à Tchernobyl serait le Club Med à côté de ce qui se passe là-bas. Donc on n'a pas trop creusé non plus. Donc ça, c'est vrai. Et puis il y a les problèmes écologiques quant au recyclage des panneaux, où je disais à la consommation des terres rares. Donc on voit que ce n'est pas non plus la solution miracle, même si, sans doute, il faudra augmenter, il faudra le faire, etc. Et c'est ça l'avenir, mais il y a encore de nombreux problèmes technologiques à surmonter. L'indépendance énergétique, alors elle est souhaitée par tous les pays, bien sûr, et c'est normal, c'est vraiment un facteur de puissance. Et en dehors du pétrole et du gaz, bon, je ne vous montrerai pas, vous avez les chiffres dans les transparents, c'est vrai que le pétrole et le gaz, ça se balade pas mal, parce que c'est assez concentré, ça se transporte assez bien. Le charbon, ça se transporte un peu, mais c'est plus lourd. Donc en dehors de phénomènes de dumping, c'est quand même assez local. Quant au reste, c'est consommé là où c'est produit. Mais l'énergie, c'est un sujet éminemment politique, manipulation des prix et utilisation des rapports de force géopolitiques. Je vais juste vous montrer une chose très rapide, c'est l'évolution du cours du pétrole, du baril de pétrole. En bleu, c'est en dollars courants, et en vert, c'est en dollars constants. Donc, vous voyez que... Alors ça, il faut faire attention aussi. Ce sont des prix spot. Souvent, il y a des contrats de longue durée qui sont déterminés avec des prix qui sont pas... Ça c'est le prix au jour le jour. Bon, là, qu'est-ce que c'est ? 73, la guerre du Kippour et les pays arabes qui font le premier blocus. Deuxième, les sujets avec l'Iran, la révolution islamique, etc. Donc, c'était monté à $100 en dollars. C'est redescendu, et même là, en 98, en dollars courants, on était à 12-13, même à certains moments, on est tombé à $8. Là, c'est l'Arabie Saoudite qui avait ouvert les vannes, sous l'injonction des États-Unis, parce qu'ils voulaient mettre à genoux la Russie. La Russie s'était dit, ça y est, on a réussi à vraiment les convaincre d'arrêter et les casser, mais on va enfoncer le clou. Et il y a eu la crise financière aussi qui a fait qu'il y a eu une moindre demande, mais il y avait quand même une volonté politique des Américains de vraiment faire mal à la Russie à ce moment-là. Remonter ici avec juste avant la crise financière et après en 2011, où des Goldman Sachs et autres qui sont très connus nous disaient que le baril de pétrole allait atteindre les $200, que on parlait du peak oil, donc le pic de la production en pétrole. Et puis, comme par hasard, le soufflet s'est complètement dégonflé, et maintenant, on est tombé
D'ailleurs, bon, là, vous avez que des moyennes annuelles, mais on est tombé à 28 ou 29 $, et actuellement, on est dans les 50 $ pour le baril de pétrole. Donc, ça veut dire que le prix, ce n'est pas un prix, entre guillemets, objectif qui tient compte des coûts de production, c'est un prix qui est quand même aussi très politique. Même si, in fine, sur long terme, ça tient compte des coûts de production, et pour les techniciens de la chose, le prix du spot se met sur le prix du producteur le moins performant et qui est nécessaire pour remplir la demande. C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens en Arabie Saoudite, vous avez encore des pétroles que vous pouvez extraire à quelques dollars le baril. Alors eux, ils ont des marges colossales. Et puis, si jamais pour une demande donnée, le producteur marginal, il fait du pétrole à 60 $, le prix spot se mettra à 60 $. C'est pareil pour le porc, hein, d'ailleurs, et d'autres choses. Bon, ça, je passe pas parce que c'était ça. Bon, donc, indépendance, manipulation des prix, l'aspect plus visible. C'est pas tout à fait la même chose pour le porc. Hein. Excuse-moi. Non, oui, c'est pas le sujet. Mais c'est pas le sujet en plus. Oui, mais non, mais ça marche de la même façon. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Alors, actuellement, je ne sais pas si vous avez suivi, les USA appliquent des sanctions à la Russie visant à empêcher ses exportations de gaz vers l'Europe, puisqu'ils font pression sur un certain nombre de sociétés qui seraient impliquées dans les gazoducs et dire si vous faites ça, ça ne va pas bien se passer pour vous aux États-Unis. Donc, pourquoi ? Pour promouvoir le gaz de schiste et voir le charbon américain. Bon, juste une anecdote, j'avais racheté une petite société de clean tech, c'est-à-dire qui permettait d'améliorer l'efficacité des chaudières. Ça marchait très bien quand la tonne de charbon valait 180 $. À 130 $, les clients commençaient à me dire « Dites donc, c'est un peu cher votre prestation ». Je dis « Oui, mais je ne peux pas faire mieux ». La tonne de charbon est tombée à 60-80 $ US. Donc là, la société était en faillite pour d'autres raisons, mais c'est aussi, lorsqu'on parle de l'émergence de tout un écosystème autour de l'énergie, les clean tech et autres, c'est très lié à ces choses-là. Bon, la Chine a réussi à détruire la filière des panneaux photovoltaïques, on l'a vu. Selon cette période, certaines périodes, il y a des pays qui ouvrent ou ferment l'accès à l'exploitation de leurs ressources naturelles, et c'est d'ailleurs un des sujets majeurs de corruption dans de nombreux pays. Il y avait un journaliste belge qui avait écrit un livre très intéressant il y a une quinzaine d'années, qui était Un monde de brut, BRUT, où il montrait que avoir des gisements de pétrole dans son pays, c'était plutôt une malédiction dans de nombreux pays qu'une bénédiction. Enfin, l'indépendance énergétique, souhaitée par tous, est souhaitable, mais c'est un sujet complexe et qui donc va bien au-delà des conditions techniques. Première conclusion, un mix énergétique qui varie peu. Les politiques énergétiques ont une aire importante et les variations dans le temps sont souvent faibles. Les combustibles fossiles, malgré les évolutions de prix ou géopolitiques, ou malgré les politiques environnementales, restent prépondérants. Les pertes du système, notamment pour la production d'électricité, sont importantes et il faut rendre le système plus efficace. Les énergies renouvelables, même en incluant l'hydroélectricité, restent marginales et présentent des faiblesses importantes, malgré un développement lui aussi important depuis 2010. Ça implique qu'il va falloir un fort développement des énergies renouvelables, mais qui ne suffira pas. Il faudra donc maîtriser, voire significativement réduire la consommation. Si on veut résoudre les problèmes d'énergie, c'est aussi en réduisant la consommation, c'est pas en augmentant l'offre, ça ne sera pas possible. Et l'indépendance énergétique est très difficile à conquérir, sauf pour quelques pays fortement dotés, comme les USA ou la Russie. Donc la consommation d'énergie, on l'a vu tout à l'heure, les consommations finales. Alors la production a augmenté d'1,9%, c'est 1,7% de croissance, donc c'est encore un peu moins, parce qu'il y a des inefficacités. Mais là, on voit que, grosso modo, les bâtons, ils gardent un peu la même tête. Hein, et qu'il va falloir avoir un plan d'attaque par énergie. Deuxième chose, on a parlé de maintenir la consommation. Le problème, c'est que la croissance de la consommation est modérée, mais actuellement, il y a 1,2 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. Et ce chiffre tombera à 600 millions en 2040, c'est les prévisions de l'AIE. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui aimeraient bien consommer de l'électricité et qui ne le font pas ou qui ne le peuvent pas. Et 2,7 milliards d'habitants n'ont accès qu'à la biomasse, c'est-à-dire essentiellement à du bois, un peu à des, comme on disait tout à l'heure, à de la bouse de vache et d'autres choses, mais enfin essentiellement à du bois, pour faire cuire leurs aliments. Ils seront encore 1,8 milliard en 2040. Donc on voit qu'il y a un formidable potentiel de besoin.
Deuxième point qui est important, et là on va battre en brèche une idée reçue, c'est les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie qui ont beaucoup évolué quant au pétrole. D'où aussi la difficulté de faire des prévisions à 25 ans, parce qu'on a dit que l'énergie c'était à long terme, mais faire des prévisions à 25 ans s'avère souvent très difficile. En 2003, l'AIE prévoyait une consommation de pétrole de 130 millions de barils par jour à l'horizon 2030, contre 82 millions en 2003. Donc 130 millions en 2030. En 2015, ils ont révisé leurs chiffres, ils ne sont plus qu'à 103 millions de barils en 2040. Donc vous voyez, 30% de moins pour une consommation actuelle de 96 millions de barils. Ça veut dire, alors je pense que je le dirai un peu plus tard, mais on a quelqu'un qui est un ancien secrétaire du Club de Rome qui était venu ici, qui nous avait parlé ce qu'on appelait le peak oil et du fait que certaines énergies ou certaines matières premières viendraient à manquer. Là, on en est à se dire qu'on n'aura pas un problème, qu'on aura un pic non pas de l'offre, mais de la demande qui sera inférieure à l'offre, et que le grand sujet dans les années qui viendront, ça ne sera pas d'exploiter les hydrocarbures qu'on a, ou les combustibles fossiles qu'on a sous les pieds, ça sera de les laisser en terre, soit pour les générations futures dans 100 ou 200 ans, pour certains usages très particuliers, mais surtout qu'on n'en aura pas besoin. Donc là aussi, c'est une conception tout à fait différente par rapport à ce qu'on avait avant. L'Union européenne est plutôt vertueuse. Elle a baissé sa consommation, puisqu'on est à 2,5% de moins qu'en 90, mais on a encore 73% sous forme d'énergie de combustibles fossiles. Et notamment avec nos amis allemands ou polonais qui brûlent pas mal de charbon, de lignite, et même si certaines centrales au charbon ont fait des progrès, ce n'est pas encore parfait. Il y a donc un phénomène de balance entre les pays développés où la consommation d'énergie tend à baisser et les pays en voie de développement qui ont d'énormes besoins non satisfaits. Ce qui fait que l'Agence internationale de l'énergie pense que la consommation va encore augmenter à peu près d'un tiers, et éventuellement de 10-15% dans le scénario vraiment le plus drastique d'ici à 2040. On a encore une forte croissance de la consommation, qui veut dire que si on ne veut pas consommer plus de combustibles fossiles, il va falloir investir énormément d'argent sur des énergies renouvelables, sur de la... et là, comme c'est la consommation qui tient compte des économies d'énergie, il va aussi falloir investir dans les économies d'énergie. Comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a vu, chaque énergie va bien pour une utilisation donnée. Ça veut dire qu'il va falloir faire des plans par type d'énergie et par type d'usage pour qu'on puisse réduire la consommation, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait modérer la consommation. Bon, allez, je passe là-dessus. Bon, première conclusion là-dessus. Donc, la mise en exploitation d'hydrocarbures non conventionnels a totalement changé la donne pour ce secteur, même si la crise de 2008 a ralenti le développement mondial. Ceci implique, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que les peurs de pénurie ont disparu. La notion de peak oil qui a déjà eu lieu, ou pourrait avoir lieu rapidement, a été remplacée par le pic de demande en pétrole qui aura lieu vers 2030. Ensuite, ça baissera. Si on additionne les réserves de charbon, la Terre renferme assez de combustibles fossiles. Le vrai sujet devient écologique si on les consomme rapidement, parce que là, ça ne sera pas plus de degrés, on sera plus 6 ou plus 8 degrés. Et à ce moment-là, la Terre risquera de devenir fortement invivable. Et tous les malheurs qu'on voit sur les réfugiés de Syrie ou d'Afrique subsaharienne, ils seront multipliés par 100. Ça n'aura rien à voir, les réfugiés climatiques, ça n'aura rien à voir. Des plans d'économie spécifiques doivent être faits. Dans les transparents, je ne vais pas en parler, il y a la mairie de Paris qui avait commis des consultants pour qu'ils travaillent sur ce sujet-là. Vous avez quelques exemples et vous avez le rapport complet qui est sur Internet. Les énergies renouvelables sont encore très marginales et de nombreux problèmes techniques les concernant sont à résoudre, même si les coûts de production sont en forte baisse. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui va prendre du temps et qui va coûter beaucoup d'argent. Deuxième point, rapidement, sur la... Ah oui, parce que alors, je vais aller plus vite sur la France. Cette slide-là est très intéressante parce que qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre qu'en France, on consomme essentiellement du pétrole avec un peu de gaz, c'est-à-dire une moitié, c'est des combustibles fossiles, et l'autre moitié, c'est de l'énergie, et c'est de l'électricité, qui est essentiellement d'origine nucléaire. Et là,
la question stratégique, le dilemme stratégique pour la France, c'est très simple. Si on veut mettre en place des énergies renouvelables qui produisent donc essentiellement de l'électricité, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va chercher à substituer l'électricité d'origine nucléaire et continuer à consommer des combustibles fossiles, ou chercher à, par exemple, via de la voiture ou des modes de transport électriques, diminuer la consommation de pétrole? Et là, c'est vrai qu'il y a des débats importants entre différents lobbies, avec les écologistes par exemple, etc. On pourra y revenir tout à l'heure, mais là, on a vraiment un choix stratégique majeur à faire. Est-ce qu'on veut continuer à émettre des gaz à effet de serre et fermer des centrales nucléaires qu'il faudra fermer à terme, mais on les ferme rapidement, ou au contraire, est-ce qu'on cherche à émettre moins de gaz à effet de serre? Excuse-moi, mais dans le pétrole, le gaz, il y a une partie qui est utilisée aussi pour faire de l'électricité. Ah non, là, pas en France. En France, c'est marginal. Le gaz et le pétrole... Oui, mais globalement, il est où? Ah non, mais non, mais là, il n'est pas parce que c'est la France. Sur les tableaux globaux d'avant. Ah oui, sur les tableaux... Oui, il y est. Il est dans la partie électricité ou il est pas? Alors, ça dépend si on raisonne en énergie primaire, donc en production. L'électricité sous forme électricité, c'est essentiellement l'électricité nucléaire, puisque le reste va être transformé, donc ça. Et si on raisonne en consommation, on a de l'électricité, c'est le global de l'électricité, mais qui vient de différentes sources, et notamment de pétrole et de gaz. Mais en France, ce n'est pas le cas. Le gaz et le pétrole pour l'électricité en France, c'est quelques pourcents. Donc ça... C'est le charbon. Comment ? À gauche, là, le cercle de gauche, c'est le charbon, le combustible fossile. Combustible fossile, c'est du gaz. C'est pas mal de gaz, c'est surtout du gaz. Puisqu'il y a quelques centrales à gaz qui continuent à fonctionner. Et puis il y a quand même une autre chose qu'il faut dire, c'est que la France, c'est la métropole, mais il y a les dom-toms, et dans les dom-toms, on a des... bon, c'est pas très important, mais c'est quand même quelques pourcents. Pardon. Oui, c'est du fioul, oui, c'est souvent effectivement du fioul. Donc ça, c'est le premier vrai sujet, vrai débat pour la France. Le prix de l'électricité en France, il est plutôt inférieur à ce qu'il est en Europe, pas aux USA. Donc c'est un avantage comparatif, notamment dans l'industrie ou pour la production. Mais bon, avec un certain nombre de spécificités quand même pour la France, ça je passe très rapidement. Troisième point important sur la France, c'est la variation. Alors tout à l'heure, on a vu la variation journalière. Là, c'est la variation annuelle. Ça, c'est en général la nuit du 14 au 15 août, on consomme moins d'électricité. Et ça, c'est une nuit en février où on consomme énormément d'électricité. Et vous voyez qu'on a des rapports de 1 à 3. Et là, du fait qu'on a beaucoup d'électricité pour chauffer les bâtiments, on a en France une sensibilité au climat qui est extrêmement forte. Et là, vous avez au cours de la journée, c'est pareil. Vous avez, vers 3-4 heures du matin, on consomme très peu. À midi et surtout le soir, le soir c'est normal, les gens ils rentrent chez eux, on chauffe, on met en marche Internet, la télévision et tout ça, on prépare le repas, on est donc sur des... Donc ça veut dire aussi que pour les producteurs d'énergie, il y a des variations colossales à encaisser au niveau de l'année, au niveau des... Et là on pourra se poser la question sur les usages qu'il faudra faire. Bon, les énergies renouvelables, ça monte un peu, mais on voit que c'est pas terrible. Bon, là, j'ai que jusqu'à 2012, mais là, entre 2012 et 2016, bon, l'hydraulique reste à peu près à 12% pour l'électricité. L'éolien est monté de 3 à 4, le photovoltaïque de 0,7 à 1,6. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça reste très, très marginal. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est un constat. Bon, après, ça, je vais passer, ça c'est sur Paris, vous le verrez. Donc, conclusion pour la France, les problèmes, c'est le changement climatique, les pertes croissantes du système de variabilité des prix, mais ça va générer des opportunités en France pour la production locale d'énergie renouvelable, pour les économies d'énergie, sur l'ingénierie, sur les matériaux, sur toutes ces choses-là, pour le bâtiment, mais aussi construction de transports électriques, de voitures électriques éventuellement, création d'une véritable filière de démantèlement des centrales nucléaires. Là aussi, on a très peu fait de choses en France par rapport à ce qui s'est fait en Angleterre, aux États-Unis. Et il y a beaucoup de choses à faire qui peuvent créer des centaines de milliers d'emplois non délocalisables. Dernier point quand même, l'automobile en France, c'est à peu près 8% de la population active. Si on supprime l'automobile, on ne la supprimera pas totalement bien sûr, mais même déjà, le passage des moteurs thermiques à des moteurs électriques,
ce sont des centaines de milliers d'emplois qui disparaîtront. Parce qu'un moteur électrique, ça s'entretient très facilement, c'est beaucoup plus simple qu'un moteur thermique, et il y aura des milliers et des milliers de garagistes un peu partout qui vont faire faillite. Parce qu'ils n'auront plus de boulot. Bon, ça sera en 2050, donc on a le temps d'organiser les choses, mais c'est quand même un enjeu pour la France. Bon, là, je vais passer rapidement. Point important, les changements de comportement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, on peut faire toutes les plus belles politiques, avoir M. Hulot comme ministre de la Transition et tout ce que vous voulez, il faudra qu'il y ait des changements de comportement des personnes. Alors ça sera, utiliser plus les transports en commun, créer des quartiers avec mixité des activités, mixité sociale pour limiter les déplacements, consommer des produits agricoles locaux, développer l'agriculture biologique, modérer le chauffage des logements et des bureaux, acheter l'électroménager moins énergivore, recycler les déchets, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites et qui demanderont des changements de comportement de la part des gens. Et comme je disais, chaque action individuelle, c'est très très peu. Mais c'est aussi ça qui fera le succès. Parce que, juste un calcul tout idiot, mais vous laissez traîner un petit bout de papier qui pèse 1 gramme, si chaque Français fait pareil, vous avez 66 tonnes de déchets. Donc, c'est ça les enjeux. Bon, le plan d'action pour la France, là c'est effectivement les 2 ou 3 dernières slides, c'est quelques idées que j'ai mis en avant et qui sont pour la discussion. C'est développer autant que se faire la production d'électricité d'origine renouvelable à un prix raisonnable, éolien solaire, mais ne pas oublier l'hydraulique, parce que effectivement, on a vu que construire des barrages dans certains endroits, certes, c'était pas pour faire de l'énergie, mais enfin, c'est pas toujours évident. La géothermique aussi, sur laquelle il faudrait faire des recherches. Continuer la recherche sur les énergies renouvelables, développer les filières industrielles afférentes, parce que là aussi, en France, on est souvent à la traîne. Continuer la construction de quelques EPR en France et prolonger la vie de certaines centrales, les plus récentes, pour ne pas avoir besoin de substituer rapidement de l'énergie d'origine nucléaire par de l'électricité d'origine fossile avec du gaz notamment. Et après, si un jour on peut, lorsqu'on pourra faire en sorte que les énergies renouvelables garantissent la satisfaction de tous les besoins de la France, après les changements de comportement, c'est parfait, on n'aura plus que ça. Mais il faut faire très attention à la transition. Créer une filière de démantèlement des centrales nucléaires, maintenir le contrôle public de la filière nucléaire et un haut niveau d'exigence quant à la sécurité. Ça, pour moi, c'est fondamental parce que, quand même, une des causes de Fukushima, c'est le fait que TEPCO a été privatisé et qu'il y a quand même eu un laisser-aller très fort sur un certain nombre de contrôles, de maintenance qui n'étaient pas faites, etc. Développer des plans d'action précis par utilisation, industrie versus transport, se désintoxiquer du pétrole dans les transports implique la création d'un réseau de bornes de recharge électrique et à plus long terme peut-être le passage à la pile à combustible ou à l'hydrogène. Bon, cela dit, sur l'hydrogène, il ne faut pas le magnifier non plus. La vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. C'est même le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, avec l'évaporation des océans. Donc, et ça n'a rien à voir. Hein, alors, en revanche, ce que je ne sais pas, c'est une molécule de vapeur d'eau et une molécule de gaz carbonique. Je pense que c'est combien le rapport? Bon, le rapport, c'est 100 fois, en gros 100 fois D'accord. Plus nocif. Donc, la voiture à hydrogène propre et stable. Alors, il y a un facteur positif, c'est que il y a une régulation de la teneur de vapeur d'eau dans l'atmosphère. S'il n'y avait pas de vapeur d'eau dans l'atmosphère, la température moyenne de la Terre, ça baisserait de 18 degrés. Ah bon? Problème. Alors, le facteur positif sont les océans qui régulent la teneur de vapeur d'eau pour une température moyenne donnée. Mais lorsque la température s'élève, à ce moment-là, le taux de vapeur d'eau s'élève considérablement, ce qui a un effet cumulatif extrêmement fort par rapport au soleil. Et on le voit avec Irma et autres Harvey. Donc alors, voilà. Il faut dire aussi, pour l'amusement, c'est qu'un litre d'essence fait beaucoup plus de vapeur d'eau, si tu veux, vapeur d'eau que de CO2. Que de CO2. Voilà. Bon. Deuxième point, sur la consommation, lancer un plan de diagnostic énergétique des bâtiments, puis un plan d'économie d'énergie, élaborer des campagnes d'information pédagogique sur les changements de comportement,
favoriser les transports en commun, puis la voiture électrique, éventuellement en autopartage et autres. En parallèle, alors là c'est un sujet aussi de frustration, je n'ai pas du tout abordé le sujet de la fiscalité parce que c'est très complexe. Aligner la fiscalité d'usage sur l'essence, accroître le prix des deux graduellement, réflexion sur une taxe carbone, mais bon, on a vu quand on a essayé de mettre les portiques et les bonnets rouges, le marché du CO2 aussi était le théâtre de malversations et de détournements de centaines de millions d'euros par un certain nombre de gens. Bon, donc, c'est pas évident. C'est aussi pour ça que je l'ai mis de côté, parce qu'il faut vraiment faire une étude très précise. Développer les filières de recyclage et de diminution des déchets. Alors, dernier point aussi fondamental que je n'ai pas touché, mais qui était la grosse faiblesse de la COP21, c'est les financements nécessaires en France, mais surtout pour le développement des pays émergents. Parce que là aussi, on parle de centaines de milliards, même de milliers de milliards d'euros. Probablement, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros par an qu'il faudrait. Et en plus, on a vu qu'il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas vraiment accès à l'énergie, si ce n'est au bois qu'ils ramassent près de chez eux, ou aux des déchets agricoles. Donc là, c'est un vrai sujet, c'est un sujet majeur de transfert des pays, entre guillemets, riches vers les autres pays. Et on voit que le pays le plus riche, qui est les États-Unis, ne va pas beaucoup contribuer. Le deuxième pays le plus important PIB, c'est la Chine, qui dit « Ah ben oui, mais moi je suis pauvre ». Donc on voit que l'Europe va sans doute essayer de faire un peu quelque chose, mais avec des moyens qui sont les siens, sans doute pour l'Afrique. Mais il y a tout le sujet de plusieurs milliards de personnes qui sont en Asie, notamment en Inde. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Voilà. Donc j'arrête ici. J'ai essayé de vous donner... Je reconnais que c'est un peu impressionniste, un certain nombre d'éléments. Vous aurez dans le rapport, et puis après sur Internet, si vous voulez chercher, des choses plus complètes. Mais déjà, je pense que ça va nous permettre d'avoir une discussion intéressante et animée. C'est très drôle, j'ai travaillé longtemps avec la FME, oui. À partir de 79. Oui. Donc j'ai encore l'agence de maîtrise de l'énergie. Ça n'a pas changé. Hein. C'est Ah bon? bien ce qui était inscrit il y a donc 40 ans. Ouais. Non, cela dit, j'ai pas travaillé sur eux, ça c'est un peu mes conclusions personnelles, mais effectivement... Les problèmes ont été déjà connus il y a très longtemps. Ouais. Pierre-Yves. Oui, il y aurait deux questions. Oui, vas-y. Que faut-il penser de l'approche décentralisée dans le domaine de l'électricité, de ce que raconte Rifkin, de l'expérience dans le Nord, qui suppose, me semble-t-il, résolu des problèmes comme le stockage d'énergie, avec l'idée même que chacun est producteur, c'est dans l'utopie. Et ma deuxième question, est-ce que tout de même les incertitudes sur le prix de revient exact du nucléaire ne sont pas très considérables, très élevées, à la fois parce qu'il y a le problème du démantèlement, on ne sait pas vraiment faire, on ne connaît pas le tout, il y a le traitement des déchets, et par conséquent, s'il y a les comparaisons de prix de revient et de coûts, ne sont-elles pas quand même assez arbitraires? Est-ce qu'on peut vraiment justifier, compte tenu du nucléaire, il faut aussi que les autres mentent aussi? Est-ce qu'on n'est pas quand même dans un domaine où il faut être très prudent dans les comparaisons? Alors sur la décentralisation, je suis tout à fait pour, si on peut produire l'énergie là où on est. Ce qu'il faut savoir quand même, quels étaient il y a quelques années, alors c'est peut-être un tout petit peu moins vrai, quels étaient les deux grands consommateurs d'électricité en France? Le premier, c'était Areva, pour enrichir le combustible nucléaire. Le deuxième, mais avec leur nouvelle usine qui est beaucoup plus puissante, je sais pas, ou efficace, peut-être que c'est plus le cas. Et le deuxième, c'est RTE, donc le réseau de transport d'électricité, parce que lorsqu'on transporte de l'électricité, ça crée de la chaleur et ça perd de l'énergie. Donc, plus on peut utiliser localement l'énergie qu'on produit, mieux c'est. Le seul problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de masse et d'investissement. C'est-à-dire que si chacun se met à avoir 3 panneaux solaires sur son toit et peut-être pourra chauffer son eau et puis avoir un certain nombre de ses besoins qui seront assouvis, tant mieux. La seule chose, c'est lorsqu'il va se mettre à faire très froid en hiver, il faudra quand même de l'électricité qui vienne d'ailleurs. Deuxièmement, lorsqu'on voudra faire des grands équipements collectifs, lorsqu'on voudra faire un certain nombre d'usines ou de choses comme ça, voire, puisque c'est très moderne, mais des data centers, ça demande beaucoup d'énergie aussi. Donc tout ça, ça ne pourra pas être fait par ça. Donc qu'on libère un certain nombre de contraintes sur la production décentralisée d'énergie, je veux bien. Et là, ça va rejoindre ta deuxième question.
Je ne sais pas à quel coût ça va être produit, parce que souvent, on fait des calculs, et les gens qui vendent les panneaux photovoltaïques, ils font des calculs. Bon, en général, c'est pas... Alors, il y a parfois aussi des problèmes d'utilisation. J'ai un client qui est une société d'ingénierie qui a fait la première école à énergie nulle de la région parisienne. Et donc, comme c'est des gens qui sont consciencieux, un an après, ils prennent rendez-vous avec le directeur de l'école plus un certain nombre de fonctionnaires territoriaux, disant bon, on va voir ce que ça donne. Ah là, monsieur l'ingénieur, ça ne marche pas du tout, hein, votre énergie est nulle, ça ne marche pas. Et effectivement, il dit oui, je comprends que ça ne marche pas. Vous voyez, on est au mois de novembre, il est 19h. Toutes les salles de classe sont illuminées. Je ne savais pas que les enfants avaient cours jusqu'à 19h30 le soir. Eh bien oui, si on ne nettoie pas les panneaux photovoltaïques, si on ne ferme pas les interrupteurs, il est évident que ça ne marchera pas. C'est pour ça que je parlais de changement de comportement et de choses comme ça. Et ça ne marchera pas, ça veut dire que ça continue à marcher, tu veux dire? Oui, enfin, oui, non mais voilà. Mais disons, les économies ne sont pas faites. Voilà, les économies ne seront pas faites. Et pour répondre à ta question, c'est un vrai sujet sur les prix réels, les coûts de démantèlement, les coûts de ceci, les coûts de cela. Comme je disais aussi tout à l'heure, techniquement, il y a le coût cash, il y a le coût avec les investissements, il y a le coût en mettant aussi un coût du capital. Enfin, bon, les inspecteurs des finances savent faire ça très très bien et te faire des trucs très, très sophistiqués, sauf qu'après on n'y voit plus rien, mais bon, ça c'est pas grave. Mais ce qui fait que j'ai pas abordé le sujet, parce qu'actuellement, je n'ai pas les billes et la capacité de dire tel truc, ça coûte plus cher ou moins cher. La seule chose que je peux dire, et c'est la petite incidente que j'avais faite, c'est que lorsque certains ont des projets, les sociétés d'électricité leur garantissent un prix d'achat. Et on peut penser qu'à ce prix d'achat, les gens y retrouvent leur petit. C'est ce qui a motivé, peut-être que Sylvain, si tu veux en parler ou pas, tout à l'heure, la décision de Hinkley Point, parce que le prix d'achat, je crois que c'est 110 € le mégawattheure, enfin ou 100 ou 110, quelque chose comme ça. Donc EDF a dit, si vous me garantissez ce prix-là sur 25 ou 30 ans, banco, j'investis et j'y vais. J'ai parlé tout à l'heure de fermes éoliennes où les dernières adjudications ont été faites à 55 € du mégawattheure. Il y en a d'autres qui sont à 70-80. Voilà, c'est les seuls petits éléments que j'ai. Bon, ce que je viens de dire, ça voudrait dire que la compétitivité de l'éolien s'est fortement améliorée, mais d'un autre côté, ça n'exclut pas que les gens qui ont fait les calculs parce qu'ils avaient envie de faire aussi le projet, un peu comme l'équivalent du tunnel sous la Manche, on fait tourner le tableur Excel dans le bon sens pour dire, voilà, je veux que ça marche comme ça. Et après, ils se retrouvent avec des pertes colossales. Bon, mais là, je ne peux pas en dire plus. Oui, Jean-Loup. Jean-Loup, oui. Écoute, je trouve que ton Est-ce que tu peux parler plus fort parce que ton exposé est d'autant plus remarquable qu'on trouve à peu près nulle part les chiffres que tu as donnés, les mises en perspective des différentes sources d'énergie. Moi, je souhaiterais que le CERF Condorcet puisse faire une publication à partir de cet exposé. Je pense que vraiment on le trouve pratiquement nulle part. N'oubliez pas que les sujets à la mode, c'est sortir du nucléaire, par exemple. Mais le réchauffement climatique et la transition énergétique, de façon précise, est abordée nulle part. C'est le premier point. Deuxième point, ce serait intéressant de compléter cela par la mise en perspective temporelle. En combien de temps est-ce qu'on peut estimer accomplir cette transition énergétique? Naturellement, je mets ça en rapport avec le problème du réchauffement climatique. Et le troisième point, il y a un grand absent de ces énergies, qui est la fusion nucléaire. Alors, si tu peux en dire un mot, je pourrais également en dire un mot, mais si tu veux, on peut quand même le citer, parce que si on résolvait vraiment le problème industriel, parce que le problème scientifique est résolu, mais le problème industriel de la fusion nucléaire, ça mettra un terme au débat. Alors, sur la fusion nucléaire, rapidement, il y a eu une bonne nouvelle récemment, une avancée, puisque M. Kim Jong-un a réussi à faire la fusion nucléaire chez lui, mais ce n'est pas très maîtrisé actuellement. Donc, c'est ça le sujet. Et le sujet
on dit vers 2050-2060. En fait, on ne sait pas exactement. Ensuite, combien ça coûtera. Bon, sincèrement, je sais. Comment ? Je peux ajouter quelque chose là-dessus. Bon, le premier réacteur expérimental, enfin, à un certain niveau, c'est ITER, qui est prévu pour 2050. Oui. Mais ITER sera un réacteur à fusion contrôlée qui produira de l'électricité. Mais pour cette électricité soit commercialisée, il faut que par rapport à l'énergie nécessaire pour faire marcher ce réacteur, ils produisent environ 100 fois plus que l'énergie reçue. Et ça, c'est programmé pour 2100. Bon. Alors, le problème qui reste, on sait faire de la fusion contrôlée, il reste un petit problème. C'est que la fusion, ça prend 2 atomes d'hydrogène pour faire d'hydrogène lourd pour faire de l'hélium. Alors, 2 atomes d'hydrogène lourd par rapport au deutérium, il y a trop de neutrons, donc les neutrons s'en vont. Autrement dit, c'est une réaction qui produit des neutrons rapides, et pour l'instant, à ma connaissance, on ne connaît pas de matériaux qui à la longue résistent. Donc le problème actuel n'est pas un problème scientifique, c'est un problème. Ah non, c'est un problème technologique. Non, mais là, je suis d'accord avec toi que c'est un problème technologique. Bon, moi, j'avais lu des trucs 2050-2060 sur les premières expérimentations. Tu dis 2100. Bon, je dirais, Keynes disait à long terme, on sera tous morts. Oui, d'accord. Non, mais justement, donc si tu veux actuellement, bon, je l'ai mis, ça fait partie des transparents que j'ai pas passé sur la fusion nucléaire. Bon, on est à la recherche et c'est pas pertinent pour une réflexion politique, même à 15 ou 20 ans, malheureusement. Je pense qu'il faut continuer. Moi, je suis pour qu'on continue la recherche dans le domaine. Hein, c'est pas ça. Alors, pour parler du temporel. Il y a des rapports, alors il y a une association qui s'appelle Negawatt, que vous connaissez sans doute pour la plupart, qui produit un certain nombre de rapports et qui dit, allez, 2045-2050, on n'aura plus besoin on n'aura que de l'énergie renouvelable, quels que soient les besoins. Bon, il y a une batterie d'hypothèses dedans, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de mettre des hypothèses, des choses comme ça, qui me semblent être extrêmement contraignante. Donc, c'est pour cela que je verrai plutôt ça repousser de quelques dizaines d'années, et c'est aussi pour ça que je parlais de faire quelques EPR supplémentaires qui vont durer 30, 40, 50 ans, etc. Donc, 2020 jusqu'à 2070 ou 2080, on aura encore besoin. Pour moi, je vois plus ce 100% énergie renouvelable pour la fin du siècle que pour 2050. Voilà. Donc en termes temporels, et c'est aussi ce qui sous-tend un peu le plan de travail et la perspective que je mettais à la fin. Oui, alors vas-y. Non, j'interviendrai après. Non, mais comme tu m'as interpellé à plusieurs reprises... Non, mais excuse-moi, mais tu es un spécialiste des choses. Non, mais je voudrais d'abord te remercier parce que je pense que tu as bien mis en évidence tous les fondamentaux d'une politique énergétique. La sécurité d'approvisionnement, la compétitivité de l'économie, pas trop chère pour les consommateurs, et puis, depuis quelques années, depuis qu'on en a pris conscience, la question du climat et plus largement la question de l'environnement. Donc, comment on traite ça et quels critères prend-on pour prendre les décisions ? Alors, une fois que je t'ai fait ces compliments, je vais poser 2-3 questions. Première question, est-ce que l'on sait, ici et en France, puisqu'on a beaucoup parlé d'électricité, le rapport entre la puissance de production d'électricité et la puissance installée quand on fait le total chez tous les consommateurs. Le rapport, il est entre 6 et 7. Autrement dit, nous avons en France un appareil de production qui est de l'ordre de 120-125 gigawatts, dont les 9/10 EDF. Et si on fait le total de tout ce qui est installé chez tous les consommateurs, vous, moi, les industriels, etc., et les transports, le train, on a quelque chose qui est supérieur à 700 gigawatts. Mais ça ne fonctionne pas en même temps. Oui, bien sûr.
Parce que quand vous êtes à l'usine, vous n'êtes pas chez vous, et réciproquement, et puis quand vous regardez la télévision, peut-être que vous ne faites pas fonctionner à plein le chauffe-eau électrique, ou peut-être que vous ne faites pas la cuisine en même temps. Peut-être. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient de foisonnement. C'est le rapport entre la puissance installée chez les consommateurs et la puissance de production pour l'électricité. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que je suis tout à fait sensible à l'intérêt que représente la décentralisation et la production locale. En général, quand on parle de production locale, de décentralisation, de territoire à énergie positive, on pense essentiellement à l'électricité, pour ne pas dire seulement à l'électricité. Vous imaginez que l'on va donc devoir, pour que tous les consommateurs puissent avoir de l'électricité quand ils en ont envie, une capacité de production qui va être multipliée par un facteur 3 ou 4. Et puis il y aura du stockage, les batteries des véhicules électriques, puisqu'on en parle beaucoup, à condition qu'on n'ait pas envie de rouler, qu'on puisse déverser l'électricité stockée dans le système électrique. Donc j'attire votre attention là-dessus, parce que quand on dit décentralisation, en général, il y a deux choses dont on ne parle pas. La première, c'est le foisonnement. Et la deuxième, comme les énergies renouvelables, en France en tout cas, sont intermittentes, ce que tu as dit, et bien derrière, il faut bien avoir un backup, il faut bien avoir des moyens de secours pour le moment où il n'y a pas d'électricité solaire ou d'électricité éolienne. La différence entre la France et la Californie, c'est qu'en Californie, vous avez 2500 heures de soleil avec la pointe à midi, 2500 heures dans l'année, sur les 8760 heures que comporte une année. En France, eh bien, vous avez entre 900 au nord et 1400 au sud heures de soleil dans l'année, et la pointe, elle n'est pas à midi, la pointe, elle est en janvier, la nuit, enfin le soir. Donc il n'y a pas de soleil. Ah oui, la pointe d'utilisation. La pointe d'appel. Ah oui, oui. Donc oui, il faut bien avoir des moyens de secours derrière. Donc voilà, alors après, les moyens de secours, vous les imaginez, ça peut être le stockage, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être du gaz, ça peut être des centrales à charbon, ça peut être des centrales à lignite, ce que font très bien nos amis allemands. Et vous avez peut-être remarqué que depuis 2 ou 3 ans, l'Allemagne n'est plus tout à fait en pointe sur la question du changement climatique et des émissions de CO2. Tout à fait. Je ferme cette parenthèse. La deuxième chose, ou la troisième chose, pour aller très vite, que j'ai envie qu'on ait bien en tête, parce que quelque part tu mets 180 € du mégawattheure pour le client domestique en France, ce qui est dans un des slides. Oui, oui, voilà, ce qui est encore 2 fois moins cher qu'en Allemagne. Oui. Mais n'oublions pas que ça c'est TTC, et que les taxes qu'il y a, ce sont la TVA, les taxes locales, et quelque chose d'extraordinaire qui existe depuis 2000, depuis février 2000, la contribution au service public de l'électricité. Que recouvre la contribution au service public de l'électricité, dont la part croît chaque année du fait des contrats qui existent, et qui est déjà de l'ordre de 12 à 13% de votre facture d'électricité quand vous payez l'électricité. Et bien derrière, il y a le soutien aux renouvelables et l'aide aux pauvres, à la précarité énergétique, comme on dit dans le langage technocratique. Vous allez sur le site de la Creux, vous regardez comment est répartie la CSPE, et puis vous voyez qu'il y en a 5 ou 6% pour la précarité énergétique, et il y en a les 3/4 pour les renouvelables. Autrement dit, tout le monde finance ceux qui investissent dans les panneaux photovoltaïques et dans les éoliennes, qui reçoivent des subventions que tu évoquais tout à l'heure. Il faut l'avoir en tête. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis simplement qu'il faut le savoir. Et que ça procède aussi de la façon dont on dit à nos parlementaires et à nos ministres, voilà la politique énergétique que nous souhaitons, que nous ne souhaitons pas. Dernier point, et je rejoins ce que disait Jean-Loup à l'instant, la vision, l'appréciation, la portée temporelle. Parce que les technologies, eh bien, elles naissent dans les laboratoires, on les expérimente, après on les développe, après on les industrialise. C'est valable aussi pour les technologies de l'électricité. Aujourd'hui, on parle beaucoup du photovoltaïque, parfait. 99% du photovoltaïque, c'est du silicium. Le silicium, comme tous les matériaux semi-conducteurs, il y a une asymptote de rendement entre le rayonnement solaire qui est reçu
et la production d'électricité, hein, les photons qui arrivent et qui font bouger des électrons, le rendement, il est, d'après ce que j'ai appris en physique il y a très longtemps, je me trompe peut-être, entre 26 et 27%. Aujourd'hui, le rendement des meilleures cellules que l'on a, il est dans les laboratoires à 25%, industriellement, ce que les Chinois nous vendent, à 20-21% dans le meilleur des cas. Et ça augmente très vite, ce rendement. Ce qui veut dire qu'avant la fin de la prochaine décennie, on sera au taquet pour le silicium. Que fait-on dans les laboratoires? Au taquet, c'est au maximum. Au maximum. Oui. C'est-à-dire 26-27%. Voilà. Et les seuls gains seront les gains par la production massive, dans les usines automatisées, etc. Mais ça, les Chinois le font déjà. Donc, il n'y aura pas beaucoup de gains à espérer, sauf par les grosses quantités, et puis par ailleurs par les subventions du gouvernement chinois à ses producteurs de cellules photovoltaïques. Que fait-on dans les laboratoires? Question, quelles sont les technologies sur lesquelles, aujourd'hui, en France ou en Europe, on pourrait se dire qu'il faut investir beaucoup pour la recherche, pour le développement, pour retrouver le coup d'avance qu'on avait il y a quelques années, où on maîtrisait le nucléaire, les technologies pétrolières, où on était très bon pour le silicium, on était encore meilleur pour l'arsénure de gallium, que l'on ne produit pratiquement plus aujourd'hui, sauf pour qu'il y ait quelques besoins militaires et des satellites. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans nos laboratoires? Et est-ce qu'il ne faut pas avoir une vision qui existe, hein, qu'il y a dans aussi bien dans l'Agence internationale de l'énergie qu'au CEA, qu'à l'UFPEN, qu'ailleurs, hein, on voit bien les travaux qui sont faits dans les laboratoires, mais qu'est-ce qui est en mesure d'être industrialisé à l'horizon de 2025 ou de 2030, justement pour rejoindre ce que tu évoquais, les dizaines de milliers d'emplois, les exportations, le système électrique, et puis la mobilité, parce qu'effectivement, si on arrive à se débarrasser d'une grosse quantité des besoins de pétrole, ça sera peut-être un problème pour les compagnies qui font des bagnoles, mais pour le changement climatique, ça risque d'être pas si mal que ça. Je suis tout à fait Donc, après, on rentre dans un travail de planification industrielle. Montebourg avait un peu lancé ça avec ses fameux 34 chantiers il y a 4 ou 5 ans maintenant. Où est-ce qu'on en est? Sur quoi faut-il se focaliser et sur quoi faut-il insister? Et ça, ce sont des questions que j'ai envie de te poser, mon cher ami. Bon, merci Sylvain. Écoute, sur beaucoup de choses, tu en sais beaucoup plus que moi, donc sur l'histoire du foisonnement, je ne savais pas. Bon, c'est vrai que c'est un peu intuitif, puisque, comme tu disais, on ne regarde pas la télé tout en prenant un bain, tout en se faisant chauffer quelque chose, etc. Donc, il y en a qui font, voilà, bon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça, c'est un point important. Mais je crois que sur la décentralisation, enfin, dans la réponse à Pierre-Yves derrière toi, je pense qu'on était d'accord. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais, il faut un backup. Et si j'ai pris la peine d'avoir toutes ces slides sur la saisonnalité, sur dans la journée, dans l'année et tout ça, c'est effectivement un problème français par rapport à la Californie. C'est pas la même chose, donc je suis d'accord. Bon, j'ai aussi appris des choses sur les TTC, là je compléterai le graphe parce que ce que tu nous as dit était très intéressant et ça mérite d'être fait. Ensuite, je ne suis pas un spécialiste de tout ce qui est photovoltaïque ou des autres choses, donc même si j'ai quelques amis qui ont pas mal travaillé dedans, j'avais mis ça de façon générique sur développer les nouvelles filières industrielles, etc. Bon, c'est vrai que ça mérite d'être affiné. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on ne pouvait pas entrer dans les détails dans cette conférence. Et deux, je vais vous avouer, je ne suis pas du tout un expert de ce sujet-là, donc il faudrait retravailler le sujet si ça intéresse certains qui ont des envies ou des prédispositions, il n'y a pas de problème. Mais tu as tout à fait raison. Lorsqu'on arrive un peu au taquet comme le photovoltaïque, c'est quelle va être la nouvelle génération, est-ce que c'est possible, ou est-ce que, effectivement, le coût du il faut se méfier, là, d'ailleurs, pour répondre à Pierre tout à l'heure. Lorsque vous voyez des courbes qui descendent, des courbes de coûts, derrière chaque descente de coût, il y a un moteur. Ça peut être l'efficacité, effectivement, des choses, ça peut être l'industrialisation, mais il y a toujours un moteur. Et très souvent, les gens disent ça va continuer, puis regardez, dans 20 ans ou dans 30 ans, on aura du photovoltaïque, on aura des trucs pas chers du tout. Non, parce que si ça s'arrête brutalement, comme là, tu l'as dit, sur les rendements sur le silicium, le coût, il restera étal.
ou marginalement descendant parce qu'on aura des usines un tout petit peu plus efficaces, mais ça ira pas plus loin. Donc c'est aussi pour ça que je ne me suis pas lancé dans ce genre de considération tout à l'heure, parce que ça demande des études très complexes que je n'avais pas le temps ni les moyens de faire là-dessus. Mais je retiens effectivement de mettre un petit truc là-dessus sur la taxation, parce que c'est vrai qu'en France, on est très fort pour mettre des taxes sur 2 ou 3 trucs quand on sait que ça marche bien, et le nouveau gouvernement est assez créatif dans ce domaine actuellement. Enfin, en Allemagne, il y en a eu pas mal non plus. Oui, allez, Bernard. J'avais demandé la parole avant, donc je la donne. Je me la donne et je te la donne après. Je voulais poser... Non, je me la donne et je te la donne après. Il veut causer. Allez, non, parce que je voulais tout de suite poser une question à propos de ton exposé. Tu as dérivé assez naturellement, comme beaucoup aujourd'hui, sur le fait que l'énergie de demain, alors tu ne l'as pas dit comme ça, mais presque, c'est l'électricité. Or, tu as montré aussi à d'autres moments que, en fait, les autres énergies sont aussi des matières premières et qu'on utilise ces énergies-là en matières premières et que ça, on ne va pas pouvoir remplacer tout ça par de l'électricité. Attends, je t'écoute et c'est pour ça que je vais continuer sur 2 ou 3 petits points pratiques. On a parlé, moi je t'avais fait la remarque sur le bois et sur donc les productions liées à la photosynthèse, parce que la photosynthèse c'est une manière d'utiliser de l'énergie. Le bois, encore une fois, le bois ou les matières végétales, c'est une matière renouvelable. On peut estimer que la matière sèche qu'on peut utiliser dans une forêt, elle est renouvelable tous les 100 ans à peu près, de manière efficace. Donc il faut en tenir compte. L'énergie fossile, c'est principalement de l'énergie liée justement à du bois ou à des animaux qui ont été fossilisés il y a des millions d'années. Mais ça, une fois qu'on l'a utilisé, on ne peut pas la renouveler. Tandis que le bois, l'énergie animale, on peut la renouveler à peu près tous les 50 à 100 ans. Mais ça n'ira pas très loin. Il y a peut-être d'autres sources. Tu as parlé de géothermie. Tu as peut-être, on pourrait parler de la chaleur qui existe, des différences thermiques qui existent et qu'on peut utiliser et qu'on utilise peu aujourd'hui. C'est-à-dire que utiliser des différences thermiques de 5 ou 10 degrés, ça permet de produire de l'énergie. On l'utilise très très peu aujourd'hui. Mais tout ça, on va vers production d'électricité. Est-ce que il n'y a pas d'autres... On sait ce que ça va être. C'est de l'énergie en réseau. C'est ce que disait monsieur, le foisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, dans cette optique-là, faire de l'énergie autonome ou de la production autonome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a autre chose que l'énergie électrique? Là, on part comme s'il n'y avait rien d'autre. Je pose la question. Non, mais je vais te répondre. Alors, effectivement, les alternatives, on les a là. De toute façon, on le voit. Charbon, gaz naturel, pétrole. Donc, je suis parti d'un premier principe, c'est que si on veut maîtriser le climat, il va falloir minimiser. Et d'ailleurs, dans le rapport que vous verrez commandé par la mairie de Paris, on décroît très fortement l'émission des gaz à effet de serre pour les véhicules particuliers. En revanche, là où on fait le moins d'économies et de très loin, c'est pour le transport aérien. Parce que le temps d'avoir des avions avec des panneaux solaires, je pense que là, c'est même pas 2100, c'est pour un certain temps. Donc effectivement, il y aura quelques utilisations très spécifiques où on continuera à utiliser le pétrole, mais je pars du principe que pour le reste, il vaut mieux minimiser. Alors pourquoi l'électricité? L'électricité, c'est tout simplement la meilleure façon qu'on ait trouvé d'utiliser le vent, le soleil et un certain nombre de choses, c'est de l'électricité. L'eau aussi, oui. L'eau. Donc, tous ces phénomènes naturels qui peuvent nous produire de l'énergie, essentiellement, on sait, pour les transporter et même éventuellement pour les stocker d'une certaine façon, c'est via de l'électricité. Troisième point sur le bois. Alors, je ne suis pas un spécialiste du bois et de très loin,
mais le peu que j'ai lu sur le réchauffement climatique, etc., fait en sorte que on aurait plutôt intérêt, globalement, je raisonne planète, je ne raisonne pas la France, parce que la France a une forêt importante, et peut-être la Russie aussi, ou quelques pays qui sont très bien dotés, mais globalement, au niveau mondial, on aura plutôt tendance à manquer de bois, surtout quand on sait qu'il y a encore 1,8 milliard de personnes qui vont utiliser essentiellement le bois. Donc je ne pense pas que ce soit le bois qui soit capable de substituer massivement ces énormes pavés du charbon, du pétrole, etc., pour nous permettre de faire de l'énergie. Là, on tombe dans une question politico-économique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisation du bois, si elle est utilisée de manière totalement extensive, comme elle l'est dans certains pays sous-développés, tu as raison. Sauf que leur proposer du pétrole à la place, c'est pas mieux. Donc en fait, le bois, quand je disais qu'il se renouvelle tous les 50 ou 100 ans, si on met en place, ou si sont mises en place des filières qui permettent ce renouvellement-là, il n'y a pas de problème. Quand on critique, par exemple, quand certains critiquent, j'en connais, et notamment des développeurs qui critiquent la culture sous brûlis ou qui disent qu'il ne faut pas déforester pour faire de la culture, ça a un sens limité. C'est peut-être vrai quand on fait des grandes exploitations industrielles du bois comme Bolloré ou d'autres, là c'est très critiquable, mais quand on fait des productions forestières et qu'on replante ou qu'on fait de la production agricole et qu'on replante, si tu veux, à terme, il y a un bilan à peu près nul, qui est plutôt même positif pour l'effet de serre. Donc c'est là où il y a... Non mais justement, c'est la même question. C'est là où je dis c'est politico. Non mais c'est la même chose que ce que disait Pierre-Yves tout à l'heure sur les énergies décentralisées. C'est, je pense, sur des petits périmètres, sur certains endroits, mais là c'est toujours pareil, c'est le même enjeu de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que tu as peut-être raison, je ne suis pas spécialiste, mais ça va faire une petite barre par rapport à ça. Tout à fait. Voilà. Sauf que c'est un problème essentiel au niveau terrestre. C'est-à-dire que défendre, attaquer l'utilisation de bois pour l'énergie ou pour les productions sous prétexte que c'est polluant, c'est faux. Ce n'est pas une énergie de remplacement importante, mais c'est une énergie de remplacement. Par ailleurs, c'est un problème produire du bois ou mettre des grandes étendues de bois et continuer à les entretenir, c'est positif. Donc c'est là où... il faut certainement le faire, mais alors surtout... Et pour le faire, il faut produire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Bon, et alors, juste deux petits points. La géothermie, je suis un grand fan, et je l'avais mis dans un des transparents, c'est pas là-dedans, mais là aussi, on est quand même sur des... C'est pareil, tes 5-10 degrés de différence de température, ça ne va pas fournir des énergies, des masses d'énergie colossales. Et dernier point sur la biomasse, il y a eu aussi tout le problème des champs de maïs qu'on cultivait pour faire de l'essence à base de végétale, des éthanol et autres, qui quand même posaient des graves problèmes quand on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent pas se nourrir. Donc il y a un certain nombre de choses. C'est pour ça que je pense que marginalement, tu as sans doute raison, peut-être pour 1, 2, 3, 5% peut-être, j'en sais rien, mais sur le reste, c'est pas la hauteur des trucs. Oui, Philippe. Philippe. Oui, alors, Philippe, c'est mon frère. Ah, excuse-moi, oui, je confonds toujours les deux. Mais bon. Jean-Paul. Oui, je voulais faire une remarque parce que si on regarde d'un point de vue global et d'un point de vue un peu historique, on a quand même toutes les raisons d'être inquiet. Je veux dire global parce qu'on a le problème démographique qui est très important. La France n'est pas du tout dans cette situation, mais globalement. Et puis sur un plan historique, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que, si je simplifie beaucoup, quand on est passé en gros du bois au charbon, du charbon au pétrole, du pétrole au gaz, etc., à chaque fois, ce qui se produisait, c'est qu'on a trouvé des sources d'énergie plus efficaces et plus économiques. Et que c'est ce qui a entraîné à chaque fois les transformations industrielles que l'on a vécues. Aujourd'hui, on est dans une situation totalement inverse. C'est-à-dire qu'on se pose la question de pouvoir passer à des sources d'énergie plus rares, moins efficaces et probablement plus coûteuses. Ce qui veut dire que pour faire une démarche de ce type, de la faire globalement, ça implique un volontarisme, une prise de conscience et un volontarisme
au niveau de l'espèce humaine qui me paraît extraordinairement difficile à envisager, sauf à avoir à l'échelle mondiale un pouvoir dictatorial suffisamment fort pour imposer à l'ensemble, notamment aux pays riches, une baisse considérable de leur consommation d'énergie, donc de leur niveau de vie, donc de leur consommation. Enfin, c'est une révolution. Maintenant, alors là, pour le coup, bien qu'on utilise beaucoup trop ce mot maintenant, anthropologique. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, on ne pourrait pas dire dictatorial, disons un despote éclairé, mais enfin, ça reviendrait peut-être un petit peu au même. Pas très éclairé, justement. Alors, justement, pas trop. Non, mais justement, c'est un des vrais sujets. Et d'ailleurs, là, bon, j'aurais dû les passer parce que j'y reviens toujours sur le plan 2050 de la mairie de Paris. C'est divisé par 3 les émissions à effet de serre. Bon, j'y crois pas trop, hein, c'est un truc de consultant, je suis consultant, je sais ce que les consultants savent faire, mais c'est évident. Et en plus, comme les pays entre guillemets riches, ça n'est que, allez, 1,2 milliard, 1,5 milliard, donc 20% de la population au mieux, ça veut dire que les 80%, s'ils veulent augmenter un tout petit peu leur bien-être, il va falloir que les 20% restants, ça baisse significativement. Voilà, d'où l'intérêt du despote éclairé. Oui, non, je pense pas. Non, et bon, non, c'était une plaisanterie sur le despote éclairé. Oui, Pierre. Oui, simplement, je voulais dire, ce que tu as dit, très intéressant, je te félicite. Enfin, vraiment, tu nous donnes des éléments qu'on n'a pas si facilement, et donc on doit pouvoir continuer. Mais telle que la situation se présente, la catastrophe est sûre. La catastrophe est sûre, c'est-à-dire que l'humanité va perdre une bonne partie de son pourcentage dans pas beaucoup d'années. Dans l'état actuel des choses, si on combine toutes les considérations. Pour l'instant, on ne peut pas être optimiste. Ah non, mais je ne suis pas optimiste. D'ailleurs, lorsque tout à l'heure... je veux dire, il faut le savoir. Hein, nos enfants, nos petits-enfants vont morfler terrible. On aura des centaines de millions de réfugiés climatiques. Et on aura des morts. Mais ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est. Il faut le savoir. Hein, c'est juste le début du début de l'apéritif. Hein. Je ne dis pas ça pour rire. Ça me fait oui, c'est bien pour ça qu'il faut être volontariste. Et c'est pour ça que tout le monde démarre la transition énergétique qui demande toute une palette de solutions dont on ne les voit pas toutes aujourd'hui, mais dont il est clair qu'il faut les avancer toutes dans les labos de recherche. Il me semblait qu'il y a de photovoltaïque, peut-être je me trompe, mais il me semblait que la filiale de Total travaillait sur des alternatives au silicium. Donc il faut avancer sur tous ces secteurs-là. Donc la biomasse, ça fait partie de la solution, parce que c'est vrai, c'est une partie du recyclage. Il y a les déchets végétaux, il y a les déchets des agro-industries, et ça se développe beaucoup. Ça, c'est bien sûr la bagasse dans le il y a l'échelon français et l'échelon mondial. Pour les deux, c'est une solution, ça fait partie de la solution, pas une solution absolue, évidemment. Mais ce sera des pourcentages croissants, des quantités croissantes d'énergie qui viendront en alternative. Voilà. Alors, en France, ça s'est développé. On a le nucléaire, c'est à la fois un atout, un problème. Alors là, on a heureusement évité des polémiques ce soir là-dessus, mais on n'est pas, ça nous a un peu éloigné des recherche à certains moments sur le photovoltaïque, comme tu l'indiquais. Ça, c'était la situation confortable, hein, le syndrome hollandais de ceux qui ont une source d'énergie, enfin une énergie disponible et qui ne font rien à côté. Donc, il faut pourtant se positionner sur toutes ces nouvelles possibilités. Alors, il y a de la biomasse, on n'a pas parlé des réseaux de chaleur et de froid, mais c'est vrai que pas loin d'ici, il y a la centrale Opéra, ça travaille avec la géothermie, et ça refroidit tout un secteur. C'est des réseaux qui se développent énormément en Asie, et qui commencent à se développer en Afrique. On travaille un peu les Français dessus, heureusement. Mais les Asiatiques, ils ne nous attendent pas, parce qu'ils ont beaucoup de villes nouvelles. Là, c'est un rapport avec l'architecture aussi, comme tu disais, on ne peut pas tout évoquer, mais l'urbanisme, pardon, et qui est important. Eux, ils ont un enjeu énorme de ce point de vue, des possibilités, des ressources pour le faire. Donc, ils installent des réseaux de froid, ils installent des réseaux de chaud tout à fait performants à côté de nos systèmes. Oui, donc, il faut continuer, même avec nos... C'est de l'énergie qui existe et qu'on n'a pas besoin de produire. C'est ça, en fait. C'est de l'énergie fatale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est produite à l'occasion de la production d'énergie. Donc, c'est de la cogénération quand elle est bien organisée, et ça fonctionne, et il faut effectivement le développer.
Alors les autres, bon, il y a évidemment les smart grids, c'est-à-dire on critique, on relativisait la production d'énergie décentralisée, mais elle fait clairement partie de la solution, pas à n'importe quel coût. Mais encore une fois, au Mexique, c'est du $30 le mégawattheure, le solaire. Hein. C'est au Mexique, on n'est pas au Mexique. Dans le sud de la France, bon, je sais pas, ça veut dire quelque chose et ça ne veut pas dire quelque chose. Quand il y a un appel d'offres, ça veut dire quelque chose. La compagnie s'engage, et encore, comme Michel l'a dit, elle peut miser sur le pays, vouloir faire un coup et perdre un peu sur l'appel d'offres, sur un appel d'offres à $30 la mégawattheure. Mais c'est quand même une réalité. Les solutions sont multiples. Dedans, il y a les smart grids qu'il faut quand même évoquer, parce que tu as écrit un petit peu là-dessus. Oui, je ne l'ai pas passé. Tu faisais un rapport avec, tu faisais un rapport avec la construction de lignes qu'il fallait enterrer, etc. Les smart grids, c'est quand même avant tout les réseaux intelligents pour pouvoir gérer localement, intelligemment, la production contre la consommation. Donc, démarrer des centrales locales quand besoin s'en fait sentir, répartir la consommation, et comme tu dis, ça ne peut pas être autoritaire, l'écologie ne peut pas être autoritaire. Donc, mais c'est un moyen important, et là aussi, il faut se placer. La France a des points forts, il y a Schneider Electric, c'est certain, mais il faut maintenir le cap parce que les Chinois avancent aussi beaucoup dans le smart grid. Et c'est une composante très importante. Pour lutter contre l'effet foisonnement. Je voudrais juste dire un mot parce qu'on semble, c'est un peu ce que je perçois là, découvrir la notion de smart grid. La notion de smart grid est un discours bâti aux États-Unis à la fin de la première décennie de ce siècle, sachant qu'aux États-Unis, premièrement, il n'y a pas d'interconnexion continentale. Donc ils ont un gros problème de transport de l'électricité, alors que nous avons cette interconnexion qui va de la frontière entre la Russie et la Pologne jusqu'à Brest-Litovsk et jusqu'à Brest chez nous et jusqu'au bout du Portugal. Et pareil pour le nord et le sud. Deuxièmement, ils ont un réseau basse tension en 110 volts. Et ils sont incapables de le moderniser parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Donc est née cette idée de faire des trucs permis par la digitalisation, par les automatismes qu'on peut développer à beaucoup moindre coût depuis quelques années. Bien. Je me permets de rappeler que le réseau européen est smart de la très haute jusqu'à la moyenne tension. Et que la question qui est posée, c'est celle de, effectivement, faire ce qu'on appelle des centrales virtuelles, c'est ce que tu évoquais là, en disant je vais avoir un moyen de production ou je vais gérer la production locale. Ça, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait une question qui aujourd'hui commence à être traitée, qui présente des intérêts et des avantages. Ceci étant, n'oublions pas que si on veut gérer localement avec des petites centrales locales, il va falloir investir localement dans les moyens de production locaux et dans le réseau local. Et on en revient à la question du foisonnement et du degré d'autonomie et d'articulation que l'on veut dans le système électrique. Qui est en cause. Et après, toutes les solutions sont possibles. Quand on parle des territoires à énergie positive dans la loi de transition énergétique et développement de l'environnement ou protection de l'environnement, ça y est. Quand on va voir dans les régions, combien ça coûte, combien on en fait, est-ce que ça marche? Ça marche? Oui, techniquement ça marche. Combien ça coûte, c'est une autre question. Alors après, ça devient une question politique. Voilà, il faut le voir localement, l'ensemble des ressources peuvent être développées, et il y a des essais qui sont faits à Grenoble, il y a des essais ailleurs, qui mêlent les nouvelles productions, les productions décentralisées, à des systèmes de gestion des réseaux. Voilà. Non, il ne faut pas être absent de ça. On n'est pas absent de ça. Alors, attention, sur les productions importantes pour permettre. Je suis d'accord, mais enfin, sur les productions décentralisées, j'aimerais juste dire 2 ou 3 petites choses. D'abord, je crois un peu aux effets d'échelle. Donc, si on se met à faire chacun sa petite centrale, ça risque de ne pas être... Sauf si c'est du solaire d'éolien, enfin, c'est vrai. Deuxièmement, si on veut être autonome, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va demander? On va taper sur du gaz ou sur du pétrole, enfin sur des choses comme ça, donc histoire du gaz à effet de serre.
Et troisièmement, c'est aussi, alors je crois que j'en ai parlé parce que j'en ai parlé à quelqu'un avant, donc je crois que je l'ai dit dans la... C'est l'article du Monde de l'autre jour qui disait que les appels d'offres, effectivement, pour l'éolien en mer de 2012, on aura de l'électricité en 2022. Donc, ça montre aussi que faire des éoliennes, d'accord, pas chez moi. Ah, je veux bien avoir de l'énergie éolienne chez moi, mais c'est le voisin qui prend l'éolienne. Donc là aussi, on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Alors après, pardon, juste après avoir dit un petit peu de mal d'un enthousiasme trop enthousiaste. Volontariste, parce que c'était à la suite. N'oublions pas que c'est vachement intéressant. Et moi, c'est quelque chose que j'ai constaté dans des rencontres, je ne dirais pas où, avec des industriels français, c'est qu'ils ne voient pas le potentiel que cela peut représenter dans les pays émergents et les pays en développement. Ou quand on met localement, je ne parle pas des grandes villes du type Lagos, Abidjan ou autre, mais quand on va dans les zones plus rurales, en Inde, ou enfin dans le sous-continent indien, ou en Afrique subsaharienne, là, on peut faire des choses qui vont apporter justement l'électricité à ce 1,5 milliard de gens qui n'ont pas l'électricité, plutôt que d'aller grappiller des bouts de bois ici ou là, ou de brûler du kérosène dans un espèce de bidon. Et là, il y a des choses à faire, qui commencent à se développer avec l'AFD qui est dans le coup, et d'autres, et des entreprises françaises qui sont dans le coup, et des petites entreprises, et l'Agence française de développement, où on met un pylône, en haut on met un panneau photovoltaïque, au milieu on met une batterie, et puis en bas on met 2 ou 3 prises de courant pour la télé qui va servir à l'école. Très décentralisé. Ça, c'est vraiment très décentralisé. Et recharger les téléphones portables. Ça se fait. Moi, ce qui me narre, c'est que je ne vois pas l'enthousiasme des industriels français pour aller là. Ils continuent à regarder l'Hexagone et qu'est-ce qu'on peut faire en ayant le soutien d'EDF ou d'Engie. C'est un peu court. C'est ça. Non, et d'ailleurs, alors je suis d'autant plus fan de ce genre de choses, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique, c'est un des continents où il y a le plus de téléphones portables. Parce que comme avoir des téléphones filaires, il n'y avait pas les investissements, on est tout de suite passé au portable, et je pense que là, on a certainement des choses à faire. Et en plus, il y a quelque chose d'important que vous avez oublié en Afrique, c'est le frigo, parce que, certes, ça sert à rafraîchir peut-être les boissons, mais ça permet aussi de conserver certains aliments, donc de ne pas les gâcher, et deuxièmement et surtout, d'éviter certaines maladies. Donc, et les Chinois y ont pensé, t'inquiète. Voilà. non, mais c'est vrai. Alors, on dit les feux Schneider, je veux pas. En Afrique, maintenant, il y a des petits chargeurs. Ben oui. Ils sont là, avec 4 ou 5 prises sur les voilà, et puis leur. Et c'est chinois et coréen. Voilà. Bon, Bernard, oui, vas-y. Non, je suis tout à fait d'accord. Tu donnais un avis tout à l'heure sur la nécessité de changer de comportement, mais c'est aussi sans doute de changer de façon de penser. Sur les énergies renouvelables, il y a eu beaucoup de choses pensées chez nous en France dès les années 50-60, et notamment sur l'utilisation de la biomasse, sur la corégénération, sur l'utilisation de la géothermie, sur l'utilisation des différences de température pour produire de la chaleur ou de l'électricité, ou du froid d'ailleurs, l'été. On peut faire l'inverse. C'est-à-dire que la climatisation peut être utilisée avec des gradients de température, ce qu'on sait faire mais qu'on n'utilise pas. Or, ce qui m'a beaucoup frappé, moi j'ai suivi ça dans le milieu rural, puisque j'ai été pendant longtemps attaché au milieu rural, c'est qu'il y avait beaucoup d'expérimentations, dont certaines étaient efficaces, mais qu'elles ont été très peu soutenues. Et notamment par les pétroliers, par les électriciens. Tu parlais tout à l'heure du pétrole vert, fait à partir de produits végétaux. C'est un non-sens. C'est-à-dire, d'une part, c'est pas efficace, d'autre part, ça a été essentiellement fait pour permettre à des agriculteurs de continuer à produire des céréales à une époque où le marché était trop abondant. Et donc, ça a été un élément de la politique agricole européenne et pas du tout un élément de la politique énergétique. Donc ça, c'est un non-sens. Donc ça, c'est pas vers ça qu'il faut aller.
Par contre, il y a tout un tas de productions locales, et je reviens au bois, je m'excuse du bois parce que c'est souvent très mal connu et très mal compris. Ce sont des énergies qui sont produites localement et qu'on peut utiliser. Et pour ce qui est des pays du tiers-monde, actuellement, elles sont très mal utilisées. Ce qu'il faudrait, s'il y avait une aide au développement à faire dans pas mal de pays, ce serait de les utiliser beaucoup mieux, c'est-à-dire passer de 10% d'efficacité de l'énergie à 60, 50, 60, 70%, ce qui est tout à fait possible avec des technologies tout à fait sommaires. Donc ça, c'est vraiment, ça nécessite vraiment un changement de la façon de penser le rapport à l'énergie et à l'utilisation de l'énergie avec des instruments. Vous parliez tout à l'heure du téléphone. Je trouve que là, c'est remarquable parce que c'est comment des gens qui n'ont pas de culture, en fait, ont très vite compris, enfin pas la nôtre en tout cas, ont très vite compris comment ils pouvaient utiliser au mieux cet instrument très innovant. Alors c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à changer chez nous aussi, c'est-à-dire être capable d'utiliser les plus petits moyens technologiques pour faire de l'énergie autrement. Alors c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de l'électricité. Il me semble qu'on reste quand même dans les grands topics énergétiques, hein. L'électricité, le nucléaire, le charbon. Je pense qu'on manque d'imagination dans ce domaine-là. C'est ça que... Il faudrait sans doute ouvrir l'imagination de ce côté-là, c'est-à-dire aller chercher ce qu'on ne cherche pas. C'est-à-dire qu'on utilise actuellement les moyens du bord. Oui, je voudrais dire quelque chose où je suis tout à fait d'accord sur votre intervention et les problèmes de comportement. Je pense que un point majeur qui a été évoqué à plusieurs reprises, c'est le changement de nos comportements. Alors j'avais eu 2 ou 3 remarques. La première, on n'a pas parlé de l'énergie des océans. Il m'a semblé lire des choses là-dessus il y a quelque temps et je voudrais savoir où on en est parce que... Pardon ? La France. Bon, oui. L'énergie des océans qui me semble pour la France, en tout cas, une source d'énergie qui pourrait être assez importante et totalement renouvelable. Et voilà. Vous avez parlé deuxièmement du stockage, à peine du stockage. Et il me semble que c'est un point majeur sur les énergies renouvelables. Et on n'en a quasiment pas parlé ce soir, juste en filigrane. Et je voudrais savoir si nos laboratoires, parce que vous parlez des laboratoires tout à l'heure, travaillent là-dessus, parce que ça me semble le point majeur sur les 20 ans à venir, en termes d'emploi, en termes de business, en termes de mise en place de ces énergies renouvelables. Le troisième point, c'est le prix, parce que vous avez évoqué le prix en 2015, qui est plutôt favorable pour la France. Mais j'ai entendu dire que le nucléaire allait coûter très cher dans les années à venir pour la maintenance de nos dizaines de centrales. Et peut-être que dans 10 ans, le coût de l'électricité en France pour le nucléaire ne sera pas ce qui a été présenté, mais peut-être beaucoup plus élevé. Et là, je voudrais avoir votre avis là-dessus, parce que j'entends parler de plusieurs dizaines de milliards. Donc voilà, les 3 points que je voulais évoquer avec nous. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question pressante? Combien de temps peut-on faire encore fonctionner les centrales nucléaires actuelles? Alors, la réponse, ça dépend, parce qu'il y a certaines qui, sauf avec des investissements très forts, qui frissonnent, qui est un peu en bout de course, mais il y en a un certain nombre qui, moyennant, alors certes, des dizaines de milliards d'euros d'investissement au global, hein, mais pourraient fonctionner encore quelques dizaines d'années. Hein. Ça dépend de la date de construction. Mais tout le parc nucléaire français a été construit, disons, de 77-78 jusqu'à 90 à peu près. Hein. 60, alors si tu parles de la construction 73 à... Le lancement d'avant, hein, ouais. Je parle pas des 73 à 2000. Oui. Et si on parle de la mise en service, 79 à 99. Voilà. 79-99, donc si on prend 50 ans, ça fait déjà 2029 à 2049 hein, oui. pour 50 ans. Si on parle, parce qu'il y a une question précise à laquelle je peux donner une contribution précise en termes de réponse, il y a un débat aujourd'hui sur ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire prolonger la durée de fonctionnement si l'autorité de sûreté est d'accord. Au-delà de 40 ans, 40 ans c'était le design initial, on s'aperçoit que ça marche bien. Aux États-Unis, les mêmes centrales sont passées à 60 et vont passer à 80 ans. Donc on se dit en France 50 ans ou 60 ans. On produit chaque année environ 400 TWh d'électricité dans les centrales nucléaires.
Si on prolonge de 20 ans, ça nous fait 8000 TWh. 8000 TWh, ce qui est annoncé et validé par la Cour des comptes, c'est 48 milliards d'euros. 48 milliards d'euros pour 8000 TWh, ça veut dire 6 euros du TWh supplémentaire, ce qui est même moins cher que le solaire photovoltaïque et moins cher que la construction de nouveaux réacteurs, bien entendu. Donc après, c'est une question de choix et de lissage dans le temps, parce qu'on ne veut pas se retrouver au bout des 50 ans à devoir construire 50 cycles combinés au gaz ou 40 tranches nucléaires nouvelles. Donc c'est une question de lissage dans le temps. Mais c'est un coût qui n'est pas très important. La question du démantèlement, c'est une autre question. Et puis, du stockage aussi. Et puis le stockage, ah oui, pour la question du stockage. Le stockage, il y avait deux aspects. Il y avait le stockage des énergies renouvelables, oui, là, je parle et puis le stockage des produits utilisés. Le stockage des produits et des combustibles usés, ça c'est l'affaire sur laquelle on parle beaucoup avec Bure. Il faut suivre et regarder ce qui se passe, hein, ce que pense l'autorité de sûreté, ce que pense l'office parlementaire d'évaluation des choix technologiques. Moi, je ne connais pas assez pour apporter des réponses précises et leurs rapports, à mon avis, sont assez fouillés. Si on parle du stockage de l'électricité, le gros progrès qu'il y a eu, c'est ça. C'est la batterie lithium-ion qui a été commercialisée par Sony à partir de 1990-91. Et comme on l'a fait évoluer, on a aujourd'hui des batteries qui sont dimensionnées et qui sont efficaces pour de fortes, pour des densités qui sont de plus en plus fortes, mais pour des durées d'utilisation qui ne sont pas très longues. Si vous prenez une voiture, vous avez des batteries lithium-ion dans une voiture, ou comparables. Ces batteries, elles fonctionnent très peu, parce que la voiture, elle est arrêtée 90% du temps. Donc elle fonctionne peu. Pour avoir du stockage de masse beaucoup plus importante et qui vont pouvoir être utilisées, par exemple, pour fournir de l'électricité la nuit, après s'être chargé pendant toute la journée, ou pendant 8 jours sans vent et sans soleil, parce qu'elles se sont chargées pendant 8 jours avec du soleil quand il y avait du vent, là, on a d'autres technologies, et ça coûte pour le moment beaucoup plus cher. Il y a des premières industrialisations avec des fameuses batteries sodium-soufre qui sont commercialisées et fabriquées par des Japonais, et il y a beaucoup de travaux qui sont en cours en France et en Chine sur le même sujet. Aujourd'hui, pour des petites quantités, des petites durées d'utilisation, on sait faire, ça y est, c'est commercialisé, ça fonctionne. Pour de plus grosses quantités, si on veut vraiment que ce soit un stockage chimique, c'est encore à travailler et à industrialiser. Et puis après, vous avez l'hydrogène, et puis les barrages, les stations de pompage qu'évoquait Michel tout à l'heure. Et là, on stocke de l'électricité, mais sous une autre forme. Est-ce qu'on va la réutiliser pour faire de l'électricité, ou est-ce qu'on va l'utiliser sous une autre forme? L'hydrogène, on pourrait très bien imaginer de le brûler ou de faire des réactions chimiques. On ne va peut-être pas le rebrûler pour faire de l'électricité. Ça serait complètement aberrant en termes économiques. On sait le faire, mais c'est aberrant. Donc il y a beaucoup à faire sur le stockage, je suis tout à fait d'accord. Moi je suis désolé, oui, il faut qu'on... Juste en deux mots, les océans, j'en ai pas trop parlé. Il y a des tests, alors peut-être que certains d'entre vous savent mieux que moi, mais c'est vraiment encore à l'état de test, de prototype, de choses comme ça. Il n'y a pas... Alors il y avait les usines marines-motrices qui étaient le seul truc, mais ça pose d'autres sujets, et en dehors de celle de la Rance, il n'y en a quasiment pas d'autres. Je crois qu'il y a quand même il y a un ou deux tests au Canada et peut-être en Chine, il y a quelques endroits où ils essaient de faire des usines marines-motrices, mais là aussi, pour le moment, on est même pas dans l'épaisseur du trait sur le truc. Pour les océans, je suis désolé. C'est l'hydrolien. Oui, c'est la turbine hydrolienne. Bon, Claude, il y a 2 ou 3 sites en France qui sont Claude, on est obligé d'arrêter. Mais c'est des tests. Je suis désolé, je trouve que on est frustré là d'être obligé d'arrêter. Il y a des questions qui se posent encore, mais au moins ce qui est certain, c'est qu'on a eu un exposé et une discussion très riche aujourd'hui. Ça mérite d'être poursuivi, donc de conduire à un travail que tu es prêt à encadrer, si je puis dire. Donc ceux qui veulent continuer à travailler, notamment avec Michel, sur cette question, je crois que ça vaut vraiment la peine. Ce que tu disais, Jean-Loup, d'arriver à publier un texte, moi je suis tout à fait favorable. Donc
on peut se dire que là, on a beaucoup avancé aujourd'hui, notamment on a d'autant plus avancé qu'on est arrivé à se poser beaucoup de questions auxquelles on n'a pas encore de réponse. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ce qu'il faut dire, c'est que ça n'est pas simple. Ça a été dit. Merci. C'était très bien. C'est bien passé. Très bien. Michel, je ne savais pas que tu pouvais être aussi bon. Oh, il a été trop bon.